Le 17 novembre 2023 à 5h14 du matin, un appel d'une petite Lisa âgée de 7 ans a été reçu au numéro d'urgence 112. D'une voix tremblante, elle a signalé qu'un inconnu s'était introduit dans sa maison. Le répartiteur a demandé à Lisa de se cacher et d'attendre l'arrivée de la police. La première patrouille est arrivée sur les lieux 8 minutes plus tard. Dans la villa de 3 étages située dans le quartier exclusif Forêt de Pince, les corps sans vie de 3 personnes présentant de nombreuses blessures par arme blanche ont été découverts. Anna Sokolova, 34 ans, gisait dans la chambre conjugale au 2e étage. Sergueï Sokolov, 38 ans, a été retrouvé dans le couloir près de l'escalier. Le petit Kirill Sokolov, 11 mois, se trouvait dans son berceau. La seule survivante était Lisa Sokolova, 7 ans. On l'a retrouvée enveloppée dans une couverture dans un coin du salon. Lors de l'examen, les ambulanciers n'ont constaté aucune blessure physique sur elle. Lors de l'interrogatoire, elle a raconté qu'elle avait été réveillée par un bruit, avait vu un homme masqué et s'était cachée. La tragédie dans la maison des Sokolov a bouleversé même des policiers expérimentés. Personne ne se doutait alors que l'équipe d'enquêteurs recherchait un criminel qui n'existait pas et que l'auteur se trouvait tout le temps juste devant eux. La famille Sokolov s'est installée à la Forêt de Pince en 2016. Sergueï occupait le poste de directeur financier dans une grande banque avec un revenu annuel de plus de 15 millions de roubles. Anna avait travaillé auparavant comme mannequin. Après la naissance de sa fille, elle s'occupait de la maison et s'impliquait dans des organisations caritatives. Selon les voisins, ils formaient une famille modèle. Ils souriaient et saluaient toujours. Sergueï promenait le chien chaque matin. Anna organisait des collectes de fonds. Nous les envions tous, se souvient Irina Kravtsova, qui habitait dans la maison voisine. Lisa Sokolova fréquentait la 2e année d'un prestigieux lycée. Les enseignants avaient de remarquer ses capacités exceptionnelles en mathématiques et en musique. À 6 ans, elle parlait déjà couramment l'anglais et se préparait pour des olympiades internationales. Elle avait le QI le plus élevé de sa promotion. Nous lui prédisions un grand avenir, déclare la directrice du lycée, Svetlana Morozova. Si quelqu'un m'avait dit qu'elle était capable de faire une telle chose, je ne l'aurais jamais cru. Les premiers signes inquiétants ont commencé après la naissance de Kirill en décembre 2022. C'est précisément à ce moment que d'étranges incidents ont commencé à se produire dans la maison des Sokolov. En janvier 2023, le nourrisson a été admis à l'hôpital avec des symptômes ressemblant à une intoxication. Les médecins n'ont pas pu déterminer la cause exacte. En février, Anna a découvert une fenêtre ouverte dans la chambre de l'enfant, bien qu'elle fût certaine de l'avoir fermée. En mars, la nourrice a découvert des traces de piqûres sur le corps de l'enfant. L'examen a révélé qu'il s'agissait de piqûres d'une aiguille à coudre. Maria Petrova, 65 ans, a travaillé comme nourrice pour la famille Sokolov pendant 2 ans. Elle a sans été la première à donner l'alerte. J'ai remarqué comment la fillette regardait son frère. Je n'oublierai pas ce regard jusqu'à la fin de ma vie. Une absence totale d'émotion, comme si elle ne regardait pas un être humain, mais un objet. J'ai essayé de parler à Anna, mais elle ne m'a pas écouté. En avril 2023, Maria a été hospitalisée avec une grave intoxication. L'analyse toxicologique a révélé des traces de poison à rat dans son sang. Après sa sortie, la femme a refusé de retourner dans la maison des Sokolov et a présenté sa démission. J'étais convaincu que Lisa l'avait fait. Mais qui aurait cru qu'une enfant de 7 ans était capable d'une telle chose ? Au cours des 6 mois suivants, 5 nourrices se sont succédées dans la maison des Sokolov. Aucune n'y a travaillé plus d'1 mois.
La dernière a démissionné une semaine avant la tragédie, se plaignant de l'atmosphère oppressante et du comportement étrange de la fillette. Les voisins ont commencé à remarquer des changements dans la famille. Anna paraissait épuisée et pleurait souvent. Sergueï a commencé à rester plus longtemps au travail. Dans la maison, on entendait de plus en plus souvent des disputes bruyantes. Une fois, j'ai vu Anna sortir en courant de la maison au milieu de la nuit, vêtue seulement de sa chemise de nuit. Elle criait au téléphone qu'elle n'en pouvait plus, que quelque chose de terrible se passait dans la maison, raconte la voisine Kravtsova. Un jour avant l'incident, l'enseignante de Lisa a convoqué les parents à l'école. Dans son cahier, on avait trouvé des dessins de couteaux et de figures ensanglantées. Le psychologue scolaire a recommandé de consulter un spécialiste, mais il était déjà trop tard. Le 17 novembre 2023 à 23h40, les époux Sokolov sont rentrés d'un événement caritatif. La gouvernante avait quitté la maison à 22h15, après avoir couché les enfants. Selon les enregistrements des caméras de surveillance, personne n'est entré ni sorti de la maison jusqu'à l'arrivée de la police. D'après les documents de l'enquête, les événements de la nuit du 17 novembre 2023 ont été reconstitués étape par étape. Anna et Sergueï Sokolov sont rentrés chez eux à 23h40 d'un événement caritatif de la fondation Enfants du futur. Les caméras de surveillance ont enregistré qu'ils sont allés dans la chambre à coucher à 23h52. À ce moment-là, les enfants dormaient déjà. À 0h13, la caméra dans le couloir montre Lisa sortant de sa chambre et se dirigeant vers la cuisine. Elle y passe 7 minutes avant de retourner dans la chambre avec quelque chose à la main. Les experts ont déterminé plus tard qu'il s'agissait d'un couteau de cuisine avec une lame de 15 cm de long. À 0h34, la caméra de l'escalier enregistre Lisa montant au 3e étage, où se trouvait la chambre de Kirill. Il n'y avait pas de caméra dans la chambre elle-même, donc les enquêteurs ont dû s'appuyer sur des preuves indirectes et les résultats de l'examen médico-légal. Kirill Sokolov a été retrouvé dans son berceau avec de nombreuses blessures par arme blanche dans la région du cou et de la poitrine. Au total, les experts ont compté 8 coups de couteau. Selon le rapport du pathologiste, le décès est survenu par perte de sang vers 0h40. À 0h53, la caméra enregistre à nouveau Lisa descendant les escaliers. Cette fois, on voit des taches sombres sur sa chemise de nuit. Les criminologues ont confirmé qu'il s'agissait du sang du nourrisson. Les événements suivants se sont déroulés dans la chambre parentale au 2e étage. D'après la disposition des corps et la nature des blessures, Anna Sokolova a été la victime suivante. Elle a reçu 12 coups de couteau, principalement dans la région du cou et du haut du torse. Sur ses mains, on a constaté des blessures défensives, indiquant que la femme avait tenté de se protéger. Anna s'est probablement réveillée pendant l'attaque, indique le rapport du médecin légiste. La nature des blessures indique que les premiers coups ont été portés alors qu'elle était allongée sur le dos, puis elle a essayé de se redresser et de repousser l'agresseur. L'enquête a révélé que sous les ongles d'Anna, on a trouvé des particules de peau de Lisa ainsi que des fils de sa chemise de nuit. Cela indiquait qu'une brève lutte avait eu lieu entre la mère et la fille. Les cris d'Anna ont probablement réveillé Sergueï. D'après les traces sur le tapis et les éclaboussures de sang sur les murs, l'homme a sauté du lit et s'est précipité vers la porte de la chambre. Il a reçu un coup de couteau dans le dos et d'autres coups lorsqu'il est tombé au sol dans le couloir. Au total, 17 blessures ont été constatées sur le corps de Sergueï. Le décès est survenu suite à un coup qui a lésé l'artère carotide. Après l'incident, Lisa s'est retournée à la cuisine où elle a soigneusement lavé le couteau. Puis elle a changé sa chemise de nuit et l'a cachée dans la poubelle du garage. C'est précisément là
que les criminologues ont trouvé cette preuve cruciale. À 1h42, les caméras ont enregistré Lisa retournant dans sa chambre. Elle y était restée jusqu'à 5h14 du matin avant d'appeler les secours. L'enquêteur Alexei Karpov, qui a été le premier à arriver sur les lieux, se souvient. Quand je suis entré dans la maison, j'ai vu la fillette dans le salon. Elle était assise, immobile, enveloppée dans une couverture. La première chose qui m'a interpellé était l'absence de larmes. Les enfants dans de telles situations sont généralement hystériques. Lors de l'interrogatoire, Lisa a raconté qu'elle avait été réveillée par un bruit, avait vu un grand homme en vêtements noirs et masqué, puis s'était cachée dans l'armoire. Elle a affirmé ne pas avoir vu ce qui était arrivé à ses parents et à son frère. Son récit était trop cohérent pour un enfant en état de choc, note Karpov. Elle répétait les mêmes phrases sans variation, comme si elle les avait apprises par cœur. C'est atypique pour des témoins, surtout des enfants. Initialement, la police recherchait néanmoins un auteur inconnu. Les experts criminels ont soigneusement vérifié toutes les fenêtres et portes de la maison à la recherche de traces d'effraction. Les enregistrements des caméras de surveillance ont été examinés non seulement dans la maison, mais aussi dans tout le périmètre de la propriété. Aucune preuve de l'intrusion d'une personne étrangère n'a été trouvée. Le tournant de l'enquête est survenu 3 jours après l'incident. Les criminologues ont trouvé sur le couteau de cuisine, soigneusement nettoyé et replacé dans le tiroir, des traces microscopiques de sang des 3 victimes. Sur le manche du couteau, les empreintes digitales de Lisa ont été découvertes. L'ex-nourrice Maria Petrova, en apprenant la tragédie, a immédiatement contacté la police. Je leur ai dit tout de suite, vérifiez la fillette. Elle en est capable. La psychologue Elena Volkova, qui avait travaillé avec Lisa à l'école, a remis aux enquêteurs un cahier contenant des dessins dans lesquels Lisa avait représenté des scènes de violence. Ces derniers mois, ces dessins devenaient de plus en plus inquiétants. On y voyait souvent un nourrisson entouré de lignes rouges, rappelant du sang. Le 6 décembre 2023, après 2 semaines d'enquête, les enquêteurs ont conclu que Lisa Sokolova avait commis l'acte. En raison de son âge, elle ne pouvait pas être tenue pénalement responsable. Par décision de justice, elle a été internée pour traitement obligatoire dans une clinique psychiatrique fermée spécialisée. Le docteur Vera Kamenskaya, chef du département de psychiatrie infantile, a effectué un examen approfondi de Lisa. Nous avons diagnostiqué une forme rare de psychopathie infantile. La fillette manque totalement d'empathie. Elle ne ressent aucun remords pour ses actes. En même temps, son intelligence est nettement supérieure à la moyenne, ce qui lui a permis de dissimuler son véritable état pendant longtemps. Au cours des séances de thérapie, Lisa a finalement parlé des motifs de son acte. Selon ses dires, elle planifiait l'action depuis la naissance de son frère. Il l'aimait plus. Je voulais qu'il disparaisse. Cette phrase est consignée dans le procès-verbal de la séance du 15 janvier 2024. Après le placement de Lisa dans un établissement médical spécialisé, les enquêteurs ont poursuivi l'examen de l'histoire familiale. Les enquêteurs ont découvert que derrière l'apparente prospérité se cachaient de graves problèmes que personne n'avait remarqués. L'analyse de la correspondance personnelle d'Anna Sokolova a montré qu'elle avait remarqué des changements inquiétants dans le comportement de sa fille déjà 1 an avant la tragédie. Dans des messages adressés à son amie Marina Klimova, elle écrivait « Parfois, j'ai peur de mon propre enfant. Ce n'est pas normal, je sais. Mais quand elle me regarde, j'ai l'impression qu'il y a un vide en elle. » Sergueï Sokolov, selon les témoignages de ses collègues, était devenu renfermé et irritable ces derniers mois. Il déclinait les événements d'entreprise et ramenait souvent du travail à la maison. Selon son adjoint, Igor Pavlov, Sergueï a admis une fois que,
quelque chose d'étrange se passait à la maison, mais a refusé d'expliquer quoi exactement. L'examen des dossiers scolaires de Lisa a révélé plusieurs incidents qui n'avaient pas été rendus publics auparavant. En septembre 2022, l'enseignante a trouvé un oiseau mort dans le pupitre de Lisa, enveloppé dans une serviette en papier. En octobre, 2 camarades de classe se sont plaints que Lisa les avait menacés avec des ciseaux. En décembre, l'infirmière de l'école a documenté un cas où Lisa avait frappé un autre élève avec la tête contre le bord de la table. Mais les parents de la victime n'ont pas porté plainte. Les parents ont retiré Lisa de l'école pendant 2 semaines après ces incidents. Sergueï a expliqué à l'administration qu'ils avaient dû consulter un psychologue privé. Aucun document concernant ces consultations n'a été trouvé dans le dossier. Après la naissance de Kirill, la situation s'est considérablement détériorée. Dans le dossier médical du nourrisson, 6 visites aux urgences ont été enregistrées au cours des 6 premiers mois de sa vie. Les médecins ont diagnostiqué des contusions, des coupures et des brûlures au 1er degré. Les parents expliquaient les blessures par des accidents domestiques. En février 2023, le pédiatre a envoyé une demande aux services sociaux pour vérifier les conditions de vie de l'enfant, mais l'enquête n'a révélé aucune infraction. Les enregistrements des caméras de surveillance de la maison, récupérés par des spécialistes techniques, contenaient des dizaines d'épisodes où Lisa infligeait de la douleur à son frère quand les parents ne regardaient pas. Elle le piquait avec des aiguilles, couvrait son visage avec un oreiller et ajoutait des substances inconnues à la nourriture du bébé. Dans le journal intime d'Anna, trouvé dans le coffre-fort de la chambre à coucher, il y avait des notes sur ses soupçons grandissants. Aujourd'hui, j'ai surpris elle, debout près du berceau de K, avec des ciseaux. Elle a dit qu'elle voulait couper une mèche de ses cheveux en souvenir. Je ne la crois pas. Mon Dieu, est-ce que je deviens folle? C'est mon enfant après tout. S dit que j'ai besoin de me reposer. La dernière entrée du journal est datée du 15 novembre, 2 jours avant l'incident. J'ai trouvé sa collection, dans une boîte à chaussures sous le lit. Elle contenait des mèches de cheveux de K, sa tétine imbibée de quelque chose de rouge, une souris séchée et des fils noués comme des doigts. Je l'ai montré à S. Il a enfin compris. Nous avons décidé d'emmener L chez un spécialiste lundi. J'espère qu'il n'est pas trop tard. En fouillant la chambre de Lisa, les experts ont découvert une cachette dans le conduit de ventilation. S'y trouvaient des journaux contenant des plans détaillés et des dessins concernant l'acte, datés de 3 mois avant l'événement. Les notes comprenaient des croquis de la maison avec les emplacements des caméras marquées, des schémas des mouvements des parents et de la nourrice, ainsi que des listes d'outils nécessaires. L'examen psychiatrique effectué en février 2024 a révélé chez Lisa des signes d'une forme rare de psychopathie infantile, incluant des troubles du comportement, des tendances sadiques et un manque total d'empathie. Le docteur Kamenskaya a noté dans sa conclusion « La patiente montre un haut degré de comportement manipulateur. Elle crée consciemment l'image d'une enfant normale, bien qu'elle soit pleinement consciente de ses actions et de leurs conséquences. » Au cours des séances de thérapie, Lisa a commencé progressivement à parler ouvertement de ses actions. Les transcriptions de ces séances incluses dans les dossiers de l'affaire contiennent des aveux choquants. « J'aimais voir maman pleurer quand quelque chose arrivait à Kirill. Elle pensait que j'étais aussi inquiète, mais je voulais juste voir combien de temps elle pleurerait. » Lorsqu'on lui a demandé si elle éprouvait des remords pour la mort de ses parents et de son frère, Lisa a répondu « Non, il me dérangeait, surtout quand il faisait semblant que tout allait bien. Rien n'allait bien. Il faisait juste semblant. » La méthodologie avec laquelle Lisa avait planifié l'acte a attiré l'attention particulière des experts. Selon le psychiatre pour enfants Alexei Morozov, associé à l'affaire, la plupart des enfants ayant des tendances antisociales
agissent de manière impulsive. Le cas de Lisa est unique car elle a démontré une capacité de planification à long terme, de dissimulation et de manipulation au niveau d'un criminel adulte. L'avis médical officiel établit que Lisa Sokolova représente un danger élevé pour la société et nécessite un traitement à long terme dans un établissement fermé avec une observation constante. La commission d'experts, tenant compte de son âge et de son état mental, a reconnu Lisa comme irresponsable. Les biens de la famille Sokolov ont été vendus aux enchères et les fonds obtenus ont été déposés sur un compte spécial auquel Lisa n'aura accès qu'à sa majorité et sous condition d'un traitement réussi. La maison où s'est produite la tragédie, après plusieurs mois d'inoccupation, a été démolie sur décision des autorités locales. L'affaire Lisa Sokolova a suscité une grande résonance dans le milieu professionnel. Le ministère de la Santé a initié un programme pour former les pédiatres à la détection précoce des signes de psychopathie chez les enfants. Les écoles ont introduit des examens psychologiques obligatoires pour les élèves du primaire. Le service de protection de l'enfance a révisé les protocoles de réponse au signalement de comportements étranges chez les enfants. Selon les données les plus récentes, Lisa Sokolova se trouve toujours dans un établissement médical spécialisé. Les médecins constatent que son état n'a pas montré d'amélioration significative au cours de l'année écoulée. Elle reste distante, montre rarement des émotions et continue de manipuler le personnel et les autres patients. Le pronostic de guérison est considéré comme extrêmement réservé par les spécialistes. Le 3 mars 1987, région de Leningrad, Russie. En ce jour sombre, un conducteur âgé retournait en ville après avoir rendu visite à des parents. Soudain, une femme effrayée a bondi sur la chaussée et s'est presque jetée devant la voiture. Les mains tremblantes, elle pointait en direction d'un petit bois à proximité. Après s'être arrêté, l'homme décida de découvrir la cause de sa panique. Entre les arbres, il découvrit une personne dans un état terrible. Ce même soir, Anatoly Kostin, chef du département d'enquête sur les crimes particulièrement graves, voulait terminer sa journée de travail. Le téléphone sonna de façon inattendue. Le répartiteur informa qu'un homme blessé avait été trouvé près de Krasnoye Selo, non loin de Leningrad. Kostin se rendit immédiatement à l'endroit indiqué, emmenant avec lui son adjoint, Alexandre Malichev. Ce que les enquêteurs virent étonna même ceux qui avaient déjà beaucoup vu en service. En examinant le lieu de la découverte, ils remarquèrent la position étrange du blessé, les jambes repliées contre la poitrine, les mains fixées dans le dos. Cela indiquait clairement que l'incident s'était produit ailleurs et que la personne avait été amenée ici par la suite. Jusqu'à la fin des années 80, de tels incidents étant une exception, bien que la période ne puisse être qualifiée de calme. La société ressentait déjà les changements imminents. Ni documents ni objets de valeur n'ont été trouvés sur lui. Était-ce un simple vol? Mais alors, pourquoi de telles complications? Les experts ont également déterminé que l'homme avait d'abord été soumis à des coups, puis l'accès à l'oxygène avait été bloqué. Lésion de l'organe de la parole, asphyxie. Manifestement pas un vol ordinaire. Alors quoi? Vengeance? Ou pire encore, un rituel d'une secte inconnue? Peut-être est-ce seulement le début d'une série d'incidents similaires. Kostin et Malichev, des experts expérimentés avec des dizaines d'affaires résolues, étaient perplexes. Pourquoi fallait-il priver la personne de la capacité de parler? Quel message secret portait cette cruauté? Cela ne signifiait-il pas qu'on voulait le réduire au silence pour toujours? Et qui était cet inconnu? Quelle information ne peut-il plus communiquer à personne? Anatoly Kostin a demandé des informations sur les personnes récemment disparues. Au cours de l'enquête, un fait intéressant est apparu. Il y a quelques mois,
Un certain Alexander Soloviev a disparu sans laisser de traces, un spécialiste d'une des entreprises de défense. L'affaire avait-elle peut-être une piste étrangère? L'homme vivait avec les parents de sa femme, son épouse, et 2 enfants dans un étroit appartement de 2 pièces dans la région de Krasnoye Selo. En comparant les photos de Soloviev avec l'image de l'homme retrouvé, il devint évident. Il s'agissait de la même personne. Et c'est là que s'est révélé le premier détail énigmatique de l'histoire. Comme il s'est avéré, ce ne sont pas les membres de la famille, mais les collègues de travail qui ont déposé la demande de recherche. L'employé n'est pas apparu au travail pendant une longue période, ce qui a suscité l'inquiétude de la direction. Lorsque les supérieurs ont appelé au domicile du disparu, ils ont entendu une réponse étonnante. En fait, nous ne savons pas nous-mêmes où il se trouve. La situation semblait extrêmement suspecte. Une personne est absente de chez elle pendant de nombreux mois et les proches ne semblent pas inquiets. Ce point intéressait particulièrement les enquêteurs. Pourquoi les proches du disparu ne se sont-ils pas adressés d'eux-mêmes aux autorités? Une supposition s'imposait. Les proches de Soloviev pourraient avoir été impliqués dans sa disparition. Mais qui, exactement? Il s'est avéré que Soloviev s'était officiellement séparé de sa femme il y a 6 mois. La raison en était prétendument ses liaisons constantes. Du moins, c'est ce qu'affirmait la mère de sa femme, Lyudmila Fyodorovna. Selon ses dires, le gendre rencontrait des femmes au comportement douteux, était dépendant de mauvaises habitudes et provoquait des scandales. La belle-mère Lyudmila Vyushina a raconté qu'après le divorce, Soloviev avait loué un appartement et était parti. Depuis lors, selon ses dires, il n'a pas contacté la famille une seule fois. Même pour les enfants qu'il adorait auparavant, il a cessé de s'intéresser. Et de nouveau, une étrangeté est apparue dans l'affaire. Personne à part la belle-mère ne s'est exprimé négativement sur Soloviev. Au travail, on ne disait que du bien de lui. Il menait un mode de vie sain et répétait constamment combien il aimait sa Sveta. Et il adorait les enfants, selon les collègues. La question se posait. La belle-mère noircit-elle peut-être intentionnellement l'ex-gendre? Dans quel but? A-t-elle simplement une rancune? Ou sait-elle quelque chose d'important? Les enquêteurs ont décidé de prendre une mesure non conventionnelle. Le jour des adieux à Soloviev, des enquêteurs en civil sont venus au cimetière. Ils observaient attentivement ce qui se passait. Et ce n'était nullement par curiosité oiseuse. Dans la pratique d'enquête, il existe des cas où les personnes coupables viennent aux cérémonies d'adieu de ceux dont ils ont eux-mêmes organisé la disparition. On dit qu'ils sont attirés par une force inexplicable. Un jour plus tard, Kostin et Malichev examinèrent attentivement les enregistrements faits au cimetière. Sur l'une des photos, on pouvait voir une silhouette floue en arrière-plan. Il était difficile de déterminer s'il s'agissait d'une femme ou d'un homme, mais on pouvait voir que cette personne observait attentivement la procession. La figure n'apparut que furtivement dans l'objectif. Qui cela pouvait-il être? Était-il possible que ce soit la personne impliquée dans l'incident? Le lendemain, une composition florale apparut sur la tombe fraîche avec une note. « Pardonne-moi tout. Sans toi, l'existence perd son sens. Mais avant de partir, je me vengerai au nom de notre amour. » On décida de placer le lieu de repos de Soloviev sous surveillance constante. Il y avait une probabilité que la personne qui avait laissé le message réapparaisse. En effet, après quelques jours, une certaine femme arriva. Elle déposa des fleurs, sortit sur le chemin, regarda autour d'elle et ne remarqua qu'alors l'employé en civil, suite à quoi elle prit la fuite. Elle réussit à échapper à la poursuite. En courant vers la rue, elle essaya d'arrêter une voiture. L'inconnu eut de la chance. Un conducteur privé s'arrêta à proximité.
La femme sauta agilement sur le siège arrière et ordonna « Conduis plus vite !» À ce moment-là, les enquêteurs apparurent. Le conducteur comprit immédiatement « Quelque chose ne va pas ici ». Et il refusa de transporter la passagère suspecte. La confusion de quelques secondes décida de l'issue de la situation. La personne arrêtée s'avéra être Natalia Korotkova. Lors de l'interrogatoire, il s'avéra qu'elle était une ancienne camarade de classe d'Alexander Soloviev. Ils étaient amis depuis l'enfance et prévoyèrent de fonder une famille à l'avenir. Mais de façon inattendue, Sveta apparut. Cette jeune femme captiva entièrement l'attention d'Alexander. Cela ressemblait à une sorte de confusion mentale. De plus, la mère de Sveta s'impliqua activement dans la relation. Elle insinua clairement, si Alexander épousait sa fille, un avenir excellent l'attendait, y compris des perspectives de carrière. Pour beaucoup dans le groupe d'enquête, la situation semblait évidente. Jalousie classique. Natalia Korotkova a éliminé Soloviev en raison d'un sentiment d'humiliation. Et le message sur la tombe n'était qu'une tentative de détourner les soupçons d'elle-même. Cependant, une étrange nuance de cette affaire restait obscure. Pourquoi Korotkova avait dû priver Soloviev de la capacité de parler? Dans l'enquête, de nombreuses ambiguïtés s'accumulaient. Lors d'un des entretiens, Korotkova a partagé de manière inattendue des informations. Elle a prétendu connaître la véritable raison du divorce de Soloviev avec sa femme. Selon ses dires, il n'était nullement le coureur de jupons que la mère de son ex-femme essayait de dépeindre. Derrière la façade familiale se cachait une histoire compliquée. Les deux garçons qu'Alexandre élevait comme ses propres fils provenaient d'un autre homme. Ce fait douloureux n'a été connu du mari trompé qu'après 9 ans, peu avant qu'il ne disparaisse sans laisser de traces. L'affaire s'est enrichie de nouveaux détails. Probablement, la raison de la disparition soudaine de Soloviev était l'amère vérité qu'il avait découverte. Cependant, tant la belle-mère que sa fille ont catégoriquement nié ces accusations et les ont qualifiées de calomnies. À qui faites-vous confiance ? À cette ratée prête à tout pour se venger d'une rivale ? S'indignèrent-elles. Toutefois, les enquêteurs Kostin et Malichev ne doutèrent guère. La solution de la mystérieuse disparition devait être cherchée précisément dans cette famille. Pour faire avancer l'enquête, ils décidèrent de prendre une mesure inhabituelle. Déguisé en plombier, un agent des forces de l'ordre fut envoyé dans l'appartement de l'ex-femme de Soloviev et de sa mère. Tout en faisant semblant de vérifier les tuyaux, il étudiait attentivement l'environnement. Au premier coup d'œil, il devint évident. Les anciens parents de Soloviev vivent dans l'opulence. Bien qu'officiellement seule la belle-mère, Lyudmila Fyodorovna, travaillait, occupant le poste de directrice adjointe pour l'administration et l'économie à l'école professionnelle de la ville de Krasnoye Selo. Mais le plus intéressant est apparu plus tard. Lorsque le prétendu plombier était sur le point de partir, un homme en vêtements d'intérieur est sorti de la chambre à coucher. C'était un certain Igor Kozish, le père biologique des enfants que Soloviev avait élevés. L'histoire de la rencontre de Kozish avec Svetlana s'est avérée inhabituelle. Ils ont été présentés par leur propre mère. Lyudmila parlait depuis longtemps au jeune homme de sa fille. Prétendument une beauté et intelligente, c'était juste dommage que son mari ait des problèmes de santé et ne puisse pas devenir père. Un jour, Lyudmila Vyushina invite Kozish chez elle. Le jeune homme ne soupçonnait pas quelles seraient les conséquences de cette visite. À table, l'hôtesse servait assidûment l'invité, puis la couchait dans l'une des chambres pour dormir. Au matin, Kozish s'est réveillé aux côtés de sa fille Svetlana. Lyudmila Fyodorovna a rassuré l'invité embarrassé. Cela peut arriver à n'importe qui. De plus, tu es un beau garçon, commencez par discuter, et puis la vie montrera ce qui viendra. Lorsque Svetlana est tombée enceinte,
Kossitch lui a proposé le mariage. Après tout, elle portait son enfant. Mais étrangement, Lyudmila Fyodorovna s'y est soudainement opposée. Cependant, tout cela n'a été révélé que beaucoup plus tard. La femme rusée induisait constamment tout le monde en erreur. Sa fille Sweta n'avait aucunement l'intention de se séparer de son mari. Pour elle, Kossitch n'était qu'une source de la descendance désirée. Elle n'avait besoin que d'une chose, qu'il l'aide à concevoir des enfants. Lorsque la vérité a été révélée, une grave dispute a éclaté. Igor Kossitch était confus quant à la raison pour laquelle on jouait avec ses sentiments, ce à quoi Lyudmila Fyodorovna a répondu ingénument. « J'ai toujours rêvé de petits-enfants. » Peu après, Sweta Vyushina a donné naissance à des jumeaux. Des secrets de famille choquants ont fait surface. Un soupçon est apparu que c'était précisément Igor Kossitch qui pourrait être impliqué dans la disparition du mari trompé afin d'épouser Sweta par la suite. Mais une étrange question demeurait. Pourquoi couper la langue de Soloviev? À ce moment, de nouvelles informations sont arrivées. Un cas similaire s'était déjà produit. Il y a un mois, on a retrouvé Malakhov, porté disparu, non loin de Leningrad. On lui avait infligé une blessure à la tête, on l'avait attaché et abandonné dans l'épaisseur de la forêt. Le suspect a été arrêté presque immédiatement. Il s'est avéré être Ivan Gomosov. Un célibataire de 32 ans, travaillant comme serrurier à l'usine Kirov. Il avait eu auparavant des problèmes avec la loi pour comportements inappropriés et délits mineurs. Il se caractérise par un tempérament explosif et montre souvent une colère injustifiée. Ces cas pourraient-ils être liés? Peut-être que l'enquête avait pris la mauvaise direction tout ce temps, fouillant dans les secrets personnels de la famille Soloviev. Lors du premier interrogatoire, Gomosov avoue de façon inattendue « Oui, c'est moi qui l'ai fait. Voulez-vous que je vous montre comment tout s'est passé ?» On l'emmène sur les lieux du crime. Personne ne se doute que le délinquant expérimenté a déjà tout planifié. Gomosov décrit les événements en détail. Pendant ce temps, l'enquêteur Anatoly Kostin commence à avoir des soupçons, trop d'inexactitudes dans le récit. Soudain, l'un des enquêteurs demande « Et avec quoi as-tu transporté Soloviev ?» La question prend Gomosov au dépourvu. « Je ne m'en souviens pas. » Tout le monde comprend immédiatement. L'homme ment manifestement. De façon inattendue, le suspect repousse le garde et se précipite dans l'épaisseur de la forêt. Gomosov court d'aussi vite qu'il peut. Soudain, un obstacle d'eau apparaît devant lui. C'est Mars. La glace n'est pas fiable. Il ne reste qu'une issue. Essayer de traverser la rivière à la nage. À ce moment, de derrière retentit l'ordre. « Arrêtez-vous, pas un pas de plus. » Plus tard, il s'avère que Gomosov avait fait son aveu dans un seul but, tenter de s'échapper pendant l'expérience d'enquête. L'enquête semblait être dans une impasse. Il était nécessaire de revenir au point de départ. Kostin et Malichev passaient et repassaient en revue les dossiers de l'affaire. Les enquêteurs ont commencé à parler avec les voisins de Soloviov, le disparu. Bientôt, un fait intéressant est apparu. À la veille des fêtes du Nouvel An, des témoins ont remarqué Soloviov montant dans une djigouli. Ce qui était remarquable, c'est qu'il n'est pas monté seul dans la voiture. Avec lui se trouvait Lyudmila Fyodorovna, sa belle-mère. Cela signifie-t-il que Vyushina avait caché la vérité tout ce temps? Pourquoi faire? Quel secret cette famille inhabituelle cache-t-elle encore? Est-ce que c'est peut-être vraiment là que se trouve la clé pour résoudre la disparition? Pendant ce temps, Alexandre Malichev a découvert une nouvelle piste. Il s'est avéré que Soloviov avait eu une violente dispute avec sa belle-mère avant sa disparition. Soloviov répétait constamment « Je ne la supporte pas, elle a détruit ma vie ». C'est évident.
l'homme avait découvert un sombre secret. C'est probablement ce qui a conduit à la triste fin. Une confirmation indirecte de cette théorie étaient les circonstances étranges de l'incident. Car pour une raison quelconque, on avait coupé la langue du disparu, comme si on voulait qu'il se taise. Une surveillance discrète a été organisée pour l'ex-femme et la belle-mère. Un interrogatoire direct et une perquisition pourraient être infructueux. Kostine et Malichev avaient déjà compris. Lyudmila Fyodorovna est une personne autoritaire, inflexible et rusée. Elle avait certainement pensé à toutes les nuances. Après une semaine, des détails inattendus se sont révélés. Différents hommes viennent régulièrement à l'appartement des Viouchines. Kostine et Malichev se perdaient en conjectures. Apparemment, les hommes venaient avec le consentement de Lyudmila Fyodorovna. Qui sont ces inconnus? Lyudmila Fyodorovna aurait-elle établi à la maison un lieu pour des plaisirs douteux? Ou n'est-elle pas elle-même opposée à se divertir? Chaque jour, le comportement de la mère et de la fille devenait plus suspect. L'action ne pouvait pas être reportée. Anatoly Kostine a décidé de demander l'autorisation d'inspecter l'appartement douteux. À ce moment-là, Sveta Viouchina est arrivée au poste de police. La jeune femme a raconté aux enquêteurs des détails étonnants de sa vie privée. Lyudmila Fyodorovna avait toujours rêvé d'un mariage prometteur pour sa fille unique. Quand Alexandre Soloviov est apparu, la femme pragmatique a immédiatement compris. La variante idéale. Le jeune homme avait terminé l'école avec une médaille d'or. Tous parlaient de son avenir prometteur. Lyudmila Fyodorovna a décidé de marier Sveta à Soloviov et de pousser Alexandre à gravir l'échelle de carrière. L'aîné des Viouchina pensait « un poste élevé signifie non seulement un salaire solide, mais aussi l'accès à diverses valeurs matérielles qu'on peut s'approprier. » C'est exactement ce qu'elle avait fait elle-même. Elle avait travaillé toute sa vie dans le système éducatif et s'était constamment occupée de l'appropriation de ressources. Elle se vantait même devant son gendre. « Regarde comment il faut s'y prendre dans la vie. » Mais le temps a passé et une difficulté est apparue. Une très sérieuse. La vie conjugale de Svetlana et Alexander ne se déroulait pas aussi harmonieusement qu'on pourrait le souhaiter. Le couple n'avait pas d'enfants. Lyudmila Fyodorovna, la mère de Svetlana, était sérieusement préoccupée par le fait que l'absence de descendants pourrait conduire à la dissolution du mariage. La belle-mère blâmait exclusivement le gendre pour l'absence d'enfants. Après une longue réflexion, Lyudmila Fyodorovna trouva, selon elle, une solution idéale au problème. Viouchina développa son propre plan d'action. Si Svetlana ne pouvait pas avoir d'enfant de son mari, alors il fallait trouver un autre candidat. Combien de fois exactement Svetlana a dû rencontrer des hommes étrangers? C'est inconnu. Selon les rumeurs, pendant que Soloviov était absent en voyage d'affaires, sa maison s'est transformée en un véritable lieu de passage pour les représentants du sexe fort. La mère et la fille décidèrent de garder secrète l'origine des enfants. Pendant un certain temps, elles réussirent à cacher la vérité. Alexander, qui ne soupçonnait aucune tromperie, aimait les petits et s'avéra être un père exemplaire. Lyudmila Fyodorovna ne tarissait pas d'éloges sur son plan. Pendant ce temps, les enfants grandissaient. Un jour, Soloviov commença à remarquer que les descendants lui ressemblaient peu physiquement. En secret, Alexander s'adressa à un spécialiste. Là, une découverte bouleversante l'attendait. Il ne pouvait physiquement pas avoir d'enfant. À son retour à la maison, Soloviov fit un énorme scandale et accusa sa femme d'infidélité. Mais Lyudmila Fyodorovna défendit sa fille et révéla tout le stratagème. Soloviov n'avait absolument pas prévu un tel tournant. Il quitta la maison et, pour conclure, claqua bruyamment la porte. La belle-mère lui cria seulement avec moquerie. « Sans moi, tu n'es rien, Rat. » Les enquêteurs prirent une décision urgente.
Lyudmila Fyodorovna devait être arrêtée immédiatement. Une équipe d'intervention se rendit à l'appartement de Vyushina. La femme fut trouvée à la maison et on lui demanda de s'habiller. C'est alors que Lyudmila Fyodorovna exprima son mécontentement. Peut-être me permettra-t-on de me changer sans regards étrangers. On lui permet d'aller dans la chambre. Les agents, ne s'attendant à aucune ruse, quittèrent la pièce. Un moment plus tard, la serrure cliqua et la femme commença à fouiller frénétiquement le contenu des tiroirs. Finalement, elle trouva ce qu'elle cherchait, un objet pliant tranchant. Lorsque les forces d'intervention réussirent à pénétrer dans la pièce, Lyudmila Fyodorovna poussa un cri perçant, puis insinua qu'on avait usé de violence contre elle. Cependant, la représentation ne dura pas longtemps. Vyushina fut professionnellement désarmée. Lors de l'interrogatoire, Lyudmila se comporta de manière provocante et refusa catégoriquement d'admettre quoi que ce soit. Kostin et Malichev se trouvaient face à un sérieux dilemme. Il n'y avait pas de preuves contre la belle-mère. Les déclarations de la fille seraient difficilement prises au sérieux devant le tribunal. Il semblait qu'il faudrait libérer cette femme rusée. À ce moment-là, Svetlana partagea une information importante. Le supérieur de sa mère, un certain Bashmakov, était informé de toutes ses affaires. Peut-être pourrait-on le faire parler. Bashmakov a été mis sous surveillance et bientôt un détail intéressant est apparu. Igor Bashmakov possédait une voiture Jiguli. Cela a attiré l'attention des enquêteurs, car l'ingénieur Solovyov et sa belle-mère étaient montés dans une voiture de cette marque le jour de sa disparition. C'est la dernière fois qu'Alexandre a été vu. Il a été décidé d'arrêter Bashmakov. Lors des premiers interrogatoires, il a catégoriquement nié son implication. Mais les enquêteurs sentaient que les preuves étaient d'approche. Ils ont décidé d'examiner minutieusement l'appartement et le bureau du suspect. Lors de l'inspection, des traces rouges foncées ont été découvertes. L'enquête a confirmé qu'il s'agissait de matériel biologique de Solovyov. Quand Bashmakov a vu le rapport des spécialistes, il a compris que nier était inutile. « Écrivez », a-t-il dit doucement. « J'ai éliminé Alexandre Solovyov. » Le mari trompé avait décidé de régler ses comptes avec la belle-mère rusée. Un jour, en rentrant du travail, il l'a invitée à parler dans la cuisine. Là, Solovyov a expliqué qu'il exigerait le divorce et une compensation financière considérable. Lyudmila Fyodorovna a simplement ri. « Tu n'obtiendras rien. Disparais complètement de ma maison. » Alexandre a alors menacé d'informer le département de lutte contre les détournements de biens socialistes de toutes leurs affaires louches et malversations. La belle-mère est restée sans voix pendant un moment. Pour la première fois de sa vie, elle était déconcertée. Mais elle s'est vite ressaisie, a souri et a accepté les conditions. Le lendemain matin, Vyushina s'est précipité chez Bashmakov et l'a mis au courant de la situation. Il a paniqué. Après tout, ils étaient tous deux impliqués dans les magouilles. Cependant, la dame rusée l'a rassuré. Pour neutraliser le gendre, Lyudmila Fyodorovna a promis une généreuse récompense. Et immédiatement, elle a posé 5000 roubles sur la table, une somme colossale à cette époque, équivalente au prix d'une nouvelle Jiguli. Les yeux de Bashmakov brillaient de cupidité. Pendant plusieurs jours, Vyushina et Bashmakov ont réfléchi à comment se débarrasser de Soloviev. Finalement, ils ont conçu un plan sophistiqué. La belle-mère a appelé son gendre avec une offre alléchante. Elle aurait, soi-disant, trouvé un appartement à Leningrad pour lui, qu'il devrait aller voir. Ne se doutant de rien, Soloviev a accepté et est monté dans la voiture de Bashmakov. En chemin, la belle-mère a demandé de s'arrêter en invoquant des affaires urgentes et est descendue du véhicule. Au lieu de l'appartement promis,
Bakchmakov a conduit Soloviev à son bureau vide et a expliqué qu'il y avait oublié les clés du bien immobilier à visiter. C'était un jour de congé. Le bâtiment était vide. Lorsqu'ils se sont retrouvés seuls dans le bureau, Bakchmakov a profité du moment et a frappé Soloviev avec un objet contondant. Après quelque temps, la belle-mère est entrée dans la pièce avec une expression maléfique. Lyudmila Fyodorovna, sans éprouver de remords, a personnellement saisi l'occasion contre son gendre sans défense et a endommagé son organe vocal. Ensuite, elle a ordonné à Bakchmakov d'emmener la victime hors de la ville. Lorsque plus tard des perquisitions ont été effectuées dans l'appartement et à la datcha des Vyushine, les enquêteurs ont été surpris par la quantité de biens appropriés. Il s'est avéré que la rusée belle-mère s'était emparée d'une somme de plus de 100 000 roubles. À cette époque, c'était un montant colossal. On murmurait que Lyudmila Vyushina avait caché en lieu sûr une partie des fonds obtenus illégalement. Cependant, elle n'a révélé à personne l'emplacement de la cachette. Même devant le tribunal, la femme a continué d'insister sur son innocence. Lyudmila Vyushina a été condamnée à 12 ans de prison avec confiscation totale des biens. Son complice Igor Bakchmakov a reçu 15 ans. Le tribunal a pris en compte sa confession sincère. C'est peut-être pour cela qu'il a réussi à éviter la peine maximale. Lyudmila Vyushina aspirait au bien-être de sa fille, mais elle ne lui a apporté que du malheur. Svetlana était restée seule avec 2 enfants, et elle n'a pas eu la vie facile. Les difficiles années 90 commençaient. Cependant, l'histoire ne s'est pas terminée là. Lorsque Vyushina a été libérée après de longues années, une femme l'attendait à la porte. C'était Sveta. On dit que la mère et la fille bien ont pleuré longtemps et se sont demandé pardon mutuellement. Le 15 octobre 2021, vendredi. Une journée d'automne ordinaire dans la ville provinciale de Tikhogorsk. Dans l'école numéro 156, la dernière sonnerie a retenti. Aliza Kravtsova a dit au revoir à ses amis à la porte de l'école à 14h38. La caméra de surveillance d'un magasin voisin a enregistré comment elle se dirigeait vers sa maison dans une veste bleue et avec un sac à dos à motif de licorne. Cet extrait vidéo de 40 secondes était la dernière image connue d'Aliza pendant les 783 jours suivants. À 17h15, Anna Kravtsova, la mère d'Aliza, a appelé la police. Sa fille n'était pas rentrée à la maison et ne répondait pas aux appels. Le téléphone de la jeune fille était éteint. La distance de l'école à la maison était d'1,2 km, un trajet qu'Aliza parcourait quotidiennement depuis 2 ans. J'ai su immédiatement que quelque chose s'était passé. Aliza n'était jamais en retard de plus de 15 minutes. Elle prévenait toujours quand elle était retardée chez des amis, se souvient Anna Kravtsova. La première patrouille de police est arrivée à la maison de la famille Kravtsov à 18h03. Le sergent Igor Petrov a enregistré le signalement de disparition, mais a noté que l'affaire ne serait officiellement ouverte qu'après 24 heures. Telle était la procédure standard. Contrairement aux instructions, Anna a immédiatement commencé ses propres mesures de recherche. Elle a appelé tous les amis de sa fille, les enseignants et les voisins. Jusqu'à minuit, plus de 30 volontaires ont ratissé la zone entre l'école et la maison de la famille Kravtsov. Jusqu'au matin, leur nombre est passé à 114 personnes. L'enquêteur Nikolai Savin a reçu l'affaire concernant la disparition d'Aliza Kravtsova le 16 octobre à 9h30 du matin. À ce moment-là, 28 témoins avaient déjà été interrogés, dont des enseignants, des camarades de classe et des employés de l'école. La jeune fille a participé aux 6 cours. Rien d'inhabituel n'a été observé dans son comportement. Note ce jour-là. Mathématiques, 1-1. Russe, 1-2. Éducation physique,
dispensé de cours en raison d'un léger rhume. Du rapport de la professeure principale, Irina Smirnova. Les données des caméras de surveillance ont confirmé qu'Aliza a quitté l'enceinte de l'école à 14h38. Après cela, sa trace a été perdue. La caméra au coin de la rue Lesnaïa, où elle aurait dû apparaître après 4 à 5 minutes, n'a pas enregistré son passage. Au cours de la première semaine d'enquête, la police a suivi 3 théories principales. Fugue du domicile, écartée en raison de l'absence de motif et du fait que tous les effets personnels d'Aliza sont restés à la maison. Enlèvement, version la plus probable. Et accident. La recherche dans les ravins et les bâtiments abandonnés est restée sans résultat. Mikhail Kravtsov, le père d'Aliza, qui vivait à Novosibirsk après le divorce, a été soupçonné pendant les 2 premières semaines d'enquête. Une vérification a révélé que le jour de la disparition de sa fille, il se trouvait sur son lieu de travail, ce qui a été confirmé par des caméras de surveillance et des déclarations de collègues. Le 25 octobre, il y a eu une première percée dans l'enquête. Un témoin a rapporté avoir vu une fille ressemblant à Aliza parler avec un homme en vêtements de travail près de l'école. Le portrait robot créé était trop imprécis. Un homme entre 45 et 55 ans, de taille moyenne, en veste sombre et bonnet. À la fin du premier mois de recherche, l'intensité de l'enquête a commencé à diminuer. Toutes les caves et tous les greniers dans un rayon de 2 km du lieu de la disparition avaient été vérifiés. Toutes les personnes précédemment condamnées pour des crimes contre des mineurs et vivant dans la ville ont été interrogées. Des plongeurs ont examiné l'étang de la ville. Plus longtemps un enfant n'est pas retrouvé, plus les chances de le découvrir vivant diminuent. La statistique est impitoyable. Après 72 heures, la probabilité d'une issue heureuse tombe à 30%, après 2 semaines à 10%. Extrait d'une interview avec le criminaliste Andrei Volkov, qui a conseillé sur l'affaire. La recherche d'Aliza a été largement couverte dans les médias locaux et fédéraux pendant les 2 premières semaines. Pendant 1 mois, le visage de la fillette était visible sur les premières pages des journaux. Des volontaires des villes voisines sont venus aider aux recherches. Mais progressivement, l'attention de la société s'est tournée vers d'autres nouvelles. En janvier 2022, 3 mois après la disparition, l'affaire d'Aliza Kravtsova a été requalifiée dans la catégorie « disparue avec suspicion d'issue criminelle ». Cela signifiait que la recherche active était suspendue et que les informations étaient transférées dans des bases de données pour vérification régulière. Anna Kravtsova a refusé d'accepter cette situation. Elle a quitté son emploi pour consacrer tout son temps à la recherche de sa fille. Avec des économies et des prêts, elle a imprimé plus de 100 000 tracts avec la photo d'Aliza qu'elle mettait régulièrement à jour dans toute la ville et dans les localités voisines. J'accrochais de nouvelles annonces toutes les 2 semaines, même si les anciennes n'avaient pas été arrachées. Les gens devaient voir constamment le visage d'Aliza pour se le rappeler. Je savais qu'elle était vivante. Le cœur d'une mère ne se trompe pas, raconte Anna. L'enquêteur Nikolai Savin, contre les instructions de ses supérieurs, a continué à travailler sur l'affaire pendant son temps libre. Il revenait régulièrement aux documents et vérifiait les nouveaux signalements qui devenaient de moins en moins nombreux. Quelque chose ne me laissait pas en paix avec cette affaire. Tout était trop propre. Pas de traces, pas d'indices, comme si Aliza avait simplement disparu sur une distance de 200 mètres entre 2 caméras de surveillance. Extrait du témoignage de l'enquêteur Savin. À l'anniversaire de la disparition d'Aliza, une chaîne de télévision locale a réalisé un court reportage. On y montrait des images de la recherche, des interviews avec la mère et des photos scolaires d'Aliza. Le reportage se terminait par la phrase standard. « Si vous disposez d'informations quelconques, nous vous prions d'appeler la ligne d'urgence. »
À ce moment-là, la plupart des habitants de Tikhogorsk s'étaient déjà résignés à l'idée qu'Aliza n'était plus vivante. À l'école numéro 156, dans la classe où Aliza étudiait, une photo commémorative avait été placée. Seules 2 personnes n'ont pas perdu espoir. La mère d'Aliza et l'enquêteur Savin. Et comme l'enquête ultérieure le montrerait, leur persévérance était justifiée. Car tout ce temps, Aliza Kravtsova se trouvait à seulement quelques mètres de ses anciens camarades de classe, sous le sol de l'école numéro 156, dans une pièce secrète, aménagée par une personne que tous considéraient là comme discrète et inoffensive. Viktor Morozov, un concierge d'école de 54 ans, qui avait travaillé dans l'établissement pendant 15 ans, possédait des références irréprochables et était respecté par ses collègues, a transformé un tunnel technique sous l'école en prison pour Aliza. Mais jusqu'à son démasquement, il restait encore de nombreux mois de silence et de désespoir. La pièce où Viktor Morozov détenait Aliza Kravtsova était un espace de 2,5 mètres sur 3 mètres situé dans un tunnel technique sous le gymnase de l'école numéro 156. Selon les documents d'enquête, Morozov a commencé à aménager cette pièce 6 mois avant l'enlèvement. Les tunnels techniques ont été construits dans les années 1970 pour abriter les conduites d'approvisionnement. Sur les plans officiels de l'école, après la rénovation du bâtiment en 1998, ils étaient marqués comme « hors service ». En fait, seul le concierge et quelques employés des entreprises de maintenance étaient au courant de leur existence. Nous n'utilisions que l'étage technique principal pour accéder aux conduites d'approvisionnement. La plupart des employés ne savaient même pas qu'il existait des tunnels supplémentaires, extrait du témoignage du plombier Gennady Petrov, qui s'occupait du bâtiment scolaire. Morozov a créé un passage caché vers le tunnel à travers la réserve d'équipements sportifs. Le faux mur sur des charnières mobiles ressemblait à une partie ordinaire de la pièce, remplie de boîtes et d'objets ménagers. La pièce elle-même était soigneusement insonorisée avec de vieux matelas et des plaques de polystyrène. Les murs étaient recouverts de planches. Le sol était recouvert de linoléum. La ventilation se faisait par un tuyau spécialement installé par Morozov qui menait à l'arrière-cour de l'école derrière les conteneurs à ordures. L'équipement de la pièce comprenait un lit métallique avec un matelas mince, une table en plastique et une chaise, des toilettes chimiques, un lavabo avec raccordement d'eau au système de l'école, un chauffage électrique, une lampe faible connectée au réseau électrique de l'école, une armoire métallique pour les vêtements et les articles d'hygiène. Selon le témoignage d'Aliza, l'éclairage dans la pièce était faible. Souvent la lampe ne fonctionnait que quelques heures par jour. Morozov expliquait cela par la nécessité d'économiser l'électricité pour ne pas éveiller les soupçons par une consommation accrue. Je n'ai pas vu la lumière du soleil pendant 783 jours. Seulement une faible ampoule jaune et une lampe de poche qu'il laissait parfois, extrait du premier entretien d'Aliza avec des psychologues après sa libération. Le 15 octobre 2021, jour de l'enlèvement, a été reconstitué par les enquêteurs sur la base des témoignages de la victime et de l'auteur lui-même. Morozov a attiré Aliza à l'école après les cours, disant que sa mère avait demandé de récupérer quelques affaires dans le vestiaire. Après avoir conduit Aliza dans la réserve du gymnase, il l'a assommée d'un coup à la tête, puis l'a emmenée dans la pièce préparée. Quand je me suis réveillé, il faisait complètement noir. Je ne comprenais pas où j'étais. Ma tête me faisait très mal. Au début, j'ai pensé que j'étais morte. Extrait du témoignage d'Aliza. Le régime de détention établi par Morozov était strictement réglementé. Il venait 2 fois par jour, le matin entre 6 et 7 heures, avant le début des cours, et le soir entre 19 et 20 heures, quand il ne restait plus que les nettoyeurs dans le bâtiment. Il apportait de la nourriture, les articles d'hygiène nécessaires et éliminait les déchets.
L'alimentation, reconstituée à partir des tickets de caisse trouvés dans l'appartement de Morozov, était frugale, mais suffisante pour maintenir la vie. Pain, céréales, pâtes, conserves, conserves de viande, conserves de poisson, légumes frais en quantité limitée, fruits, pommes, bananes, une fois par semaine, lait et kéfir, chocolat les jours de fête. Pendant toute sa captivité, Aliza n'a reçu aucune aide médicale. Lors des maladies dues au froid, Morozov lui donnait des médicaments antiviraux ordinaires qu'il achetait à la pharmacie. J'ai eu 2 fois une très forte fièvre. Je pensais que j'allais à mourir. Il apportait du paracétamol et me forçait à boire beaucoup, se souvient Aliza. Psychologiquement, l'aspect le plus difficile de la captivité était la présence constante de vie au-dessus de sa tête. À travers le plafond, les bruits de l'école pénétraient distinctement. La sonnerie des cours, les voix d'enfants, le rebond des ballons dans le gymnase, des pas. J'entendais comment ils couraient pendant le cours de sport. Parfois, je reconnaissais les voix des professeurs. Quand les enfants riaient pendant la récréation, je me bouchais les oreilles et je pleurais, raconte Aliza. Selon Aliza, durant les premiers mois de captivité, elle se trouvait dans un état de peur constante et de désespoir. Morozov menaçait de la tuer, elle et sa mère, si elle essayait d'attirer l'attention ou de s'enfuir. Aliza a fait plusieurs tentatives pour attirer l'attention ou pour appeler, mais l'isolation phonique et le bruit de l'école rendaient ces tentatives infructueuses. Je criais quand j'entendais beaucoup de voix au-dessus de ma tête. Je criais jusqu'à m'enrouer. Puis j'ai compris que c'était inutile et j'ai arrêté. Avec le temps, Aliza a développé un système pour s'orienter dans le temps. Elle a créé un calendrier avec des rayures sur le mur et marquait les jours. Elle déterminait l'heure de la journée en fonction de la sonnerie et des bruits dans l'école. Elle a appris l'emploi du temps grâce aux bruits et aux activités au-dessus de sa tête. Morozov a avoué lors de l'interrogatoire avoir développé un lien étrange avec sa victime. Il lui apportait des livres de la bibliothèque de l'école, des cahiers et des crayons. Au 3e mois de captivité, il lui a offert une radio qui fonctionnait uniquement sur une fréquence avec la station de radio nationale. Dans les cahiers trouvés lors de la libération, Aliza tenait un journal, dessinait et résolvait des problèmes mathématiques tirés de manuels scolaires. Les psychologues notent que cette activité intellectuelle a probablement aidé Aliza à préserver son esprit dans des conditions de privation sensorielle. Je savais que je devais continuer à apprendre. J'imaginais que j'étais assise en classe avec tous les autres. Je résolvais les problèmes que j'entendais quand le cours de mathématiques avait lieu, raconte Aliza. Sur les murs de la pièce, des centaines de dessins réalisés avec des crayons et des stylos ont été découverts. Ils reflètent l'état psychologique d'Aliza à différentes phases de sa captivité. Dans les premiers mois, les images sombres dominaient, principalement de la maison et de la famille. Dans la période intermédiaire, elle a créé des motifs abstraits, des labyrinthes et des formules mathématiques. Dans la dernière période, elle a créé des compositions complexes avec beaucoup de détails et a essayé de reproduire des paysages naturels. Il est notable que sur aucun des dessins n'apparaisse Blas Morozov lui-même ou l'espace de captivité. L'interaction avec le ravisseur, selon le témoignage d'Aliza, était minimale. Morozov lui parlait rarement et donnait principalement des instructions brèves. Pendant la première année, il réagissait agressivement à toute tentative de poser des questions. La 2e année, il est devenu plus communicatif et racontait parfois des événements de l'école ou de la ville. Il disait qu'il prenait mieux soin de moi que mes parents, que je devrais être reconnaissante. J'acquiesçais et j'étais d'accord parce que j'avais peur, se souvient Aliza. Selon l'examen médical et les entretiens psychologiques,
Il n'y a pas eu de violence physique de nature sexuelle. Cependant, il y a eu des cas de punition physique pour des tentatives de comportement inapproprié, des coups de règle sur les mains, privation de nourriture pendant une journée. Au cours de la 2e année de captivité, Alyssa a développé des signes de dépression sévère et d'adaptation psychologique à la situation. Elle opposait moins de résistance, accomplissait toutes les exigences de Morozov et montrait des signes du soi-disant syndrome de Stockholm, un lien psychologique avec l'agresseur. C'est une réaction normale de la psyché à une situation traumatisante prolongée. Alyssa s'adapte aux conditions qu'elle ne peut pas changer, explique la psychologue Irina Kovaleva, qui a travaillé avec Alyssa après sa libération. Un facteur important dans l'état psychologique d'Alyssa était l'espoir constant de sauvetage. Dans son journal, elle mentionnait souvent sa mère et exprimait la conviction que celle-ci n'arrêterait pas les recherches. « Maman me trouvera. Je le sais. Je dois juste attendre. » Note du 12 juin 2022, écrite en marge d'un manuel de russe. Vers la fin de la 2e année de captivité, Morozov a commencé à montrer des signes de nervosité. Selon Alyssa, il parlait souvent de la nécessité d'un déménagement et mentionnait que l'école n'était plus sûre. Comme l'ont révélé plus tard les enquêtes, cela coïncidait avec l'apparition d'une nouvelle femme de ménage, Svetlana Orlova, à l'école, qui commençait à remarquer des bizarreries dans le comportement du concierge. Alyssa a passé 783 jours dans l'espace souterrain. Pendant ce temps, elle a grandi de 7 cm, perdu 5 kg, rempli 18 cahiers de textes et de dessins, lu 43 livres apportés par Morozov et survécu à 2 maladies graves sans aide médicale. Lors de sa découverte le 5 décembre 2023, les médecins ont constaté chez Alyssa ce qui suit: anémie de gravité moyenne, avitaminose, atrophie musculaire partielle, perturbation du cycle de sommeil, signes de dépression et SSPT. Compte tenu des conditions de détention, l'état physique de la victime peut être considéré comme satisfaisant. Cela témoigne d'un haut niveau de résistance et de la capacité de l'organisme à s'adapter à des conditions extrêmes. Extrait du rapport de la commission médicale. Les experts estiment que le retour d'Alyssa à une vie normale sera un long processus. La réhabilitation physique peut durer de 6 mois à 1 an. La psychologique, plusieurs années. Le plus important est qu'Alyssa n'a pas perdu la capacité de faire confiance aux gens. Elle établit activement des contacts, exprime des émotions et fait des projets pour l'avenir. C'est un bon signe pronostique, constate la psychologue Kovaleva. Au cours de l'enquête, il a été établi que Morozov n'avait pas choisi Alyssa comme victime par hasard. Il l'avait observée pendant plusieurs mois. Dans son appartement ont été trouvées des photos d'Alyssa prises avec une caméra cachée sur le terrain de l'école et un cahier séparé avec des notes sur son emploi du temps et ses itinéraires de déplacement. Je voulais que quelqu'un dépende entièrement de moi. La seule explication de ces motifs que Morozov a donnée lors de l'interrogatoire, refusant de répondre à d'autres questions sans avocat. L'enquête sur le cas d'Alyssa Kravtsova a reçu une impulsion inattendue le 15 septembre 2023, presque 2 ans après sa disparition. Ce jour-là, Svetlana Orlova, une femme de ménage de 25 ans qui avait commencé à travailler à l'école numéro 156, a remarqué le comportement étrange du concierge Viktor Morozov. Il arrivait toujours à l'école avant tout le monde et partait le dernier. À certains moments, vers 6 heures du matin et après 7 heures du soir, il interdisait à quiconque de se tenir dans le couloir près du gymnase, expliquant cela par la vérification des systèmes de communication, de la déposition d'Orlova. Au début, la femme de ménage n'y prêtait pas attention. La situation a changé le 28 septembre, lorsqu'elle a découvert par hasard des emballages alimentaires avec des tickets de caisse dans la poubelle. La quantité d'achat lui semblait excessive pour un homme célibataire. Le 10 octobre,
Orlova a remarqué que Morozov transportait un sac contenant ce qui ressemblait à du linge sale depuis le débarras du gymnase. Lorsqu'elle lui a demandé ce qu'il faisait, le concierge a réagi avec agressivité et lui a interdit de s'approcher de cet endroit. J'ai commencé à venir délibérément plus tôt et à observer. 3 fois, j'ai vu comment il transportait de la nourriture dans le débarras du gymnase, bien qu'il n'y ait pas de réfrigérateur. Une fois, j'ai remarqué qu'il transportait des serviettes hygiéniques. Cela m'a définitivement convaincu que quelque chose n'allait pas, raconte Orlova. Le 20 octobre, un incident s'est produit qui est devenu le tournant dans l'enquête. Un élève de 7e, Dimitri Volkov, accomplissait une punition. Il nettoyait le sol du gymnase après les cours. Dans la salle vide, il a entendu un étrange cognement qui venait d'en bas. Je pensais que c'était à les tuyaux. Mais ensuite, les coups sont devenus rythmiques, comme si quelqu'un frappait intentionnellement. Je l'ai raconté au professeur de sport, mais il a dit que c'était le système de chauffage, de l'entretien avec Dimitri. Le garçon a partagé son observation avec sa mère, qui connaissait l'histoire de la disparition d'Aliza. Elle a appelé la ligne d'assistance et a signalé le bruit étrange. Le signalement a été enregistré, mais pas traité immédiatement. Parallèlement, l'enquêteur Nikolai Savin, qui s'occupait toujours officieusement de l'affaire, a remarqué une étrange régularité dans les charges de l'école numéro 156. L'analyse a montré que la consommation d'eau dans le bâtiment pendant les vacances et les week-ends était inhabituellement élevée pour un bâtiment vide. J'ai demandé des données sur 2 ans. À certains moments, tôt le matin et tard le soir, une consommation stable d'eau était enregistrée, même lorsque l'école était fermée. Cela contredisait la logique du rapport de l'enquêteur. Le 1er novembre, Svetlana Orlova a découvert dans la poche de la veste de travail de Morozov, laissée dans le débarras, un ticket de caisse d'un magasin pour enfants pour l'achat d'un t-shirt de taille adolescent. Inquiète de cette trouvaille, elle a photographié le reçu et l'a envoyé anonymement par email à la police, en indiquant le nom du concierge. Cette information est parvenue à l'enquêteur Savin, qui l'a immédiatement mise en relation avec les données sur la consommation d'eau. Le 3 novembre, il a obtenu un mandat pour la surveillance secrète de Morozov. Nous avons installé des caméras cachées aux entrées des sous-sols de l'école et dans la cour arrière. Nous avons commencé à suivre les mouvements du suspect, rapporte Savin. Le 15 novembre, la surveillance a enregistré comment Morozov est entré dans le débarras du gymnase à 6h12 du matin avec un sac de nourriture et en est ressorti 18 minutes plus tard sans le sac. Le soir du même jour, le scénario s'est répété. Le 25 novembre, une inspection secrète des plans techniques de l'école a été réalisée. Il s'est avéré que dans la documentation manquaient des plans détaillés des connexions de la cave, probablement en raison d'une perte lors de la rénovation du bâtiment. Nous avons fait appel à un spécialiste avec une caméra thermique pour scanner le sol du gymnase. Les résultats ont montré une activité thermique anormale dans le coin nord-est de la salle, ce qui indiquait la présence d'un espace chauffé sous le sol, du rapport technique. Le 1er décembre, l'enquêteur Savin a reçu un mandat de perquisition pour les locaux de l'école, en particulier pour le débarras du gymnase et les salles techniques en dessous. L'opération a été planifiée pour le 5 décembre afin de minimiser la présence d'enfants dans le bâtiment. 24 heures avant la perquisition prévue, la police a mis en place une surveillance 24 heures sur 24 de Morozov. L'enquêteur Savin a décidé d'arrêter le suspect lors de sa prochaine tentative d'accès à la pièce secrète. Le 5 décembre 2023 à 6h04 du matin, Victor Morozov est arrivé à l'école numéro 156. Les caméras de surveillance ont enregistré comment il est entré dans le bâtiment du côté de la cour de service et porté 2 sacs de nourriture. À 6h07, il s'est rendu au gymnase
où il a été immédiatement arrêté par le groupe d'intervention sous la direction de l'enquêteur Savin. Lors de l'arrestation, Morozov a résisté, a tenté de s'enfuir, criant que la police n'avait pas le droit d'être dans l'école. Dans ses sacs, ils ont trouvé du pain, du lait, des pommes, du chocolat et un ensemble de sous-vêtements féminins de taille jeunesse. Quand nous avons demandé à qui ces choses étaient destinées, il s'est tu et a demandé un avocat, se souvient l'un des agents. Après l'arrestation de Morozov, le groupe de techniciens en criminalistique a commencé à examiner le débarras du gymnase. La superficie totale de la pièce était de 18 mètres carrés. À première vue, c'était un débarras ordinaire, rempli de boîtes, d'équipements sportifs et d'outils. À 6h42, le technicien en criminalistique Oleg Vasiliev a découvert une anomalie dans la construction du mur arrière. En l'examinant de plus près, il s'est avéré qu'une partie du mur pouvait être déplacée sur des charnières métalliques et formait un passage de 70 sur 120 cm. Le mécanisme était pensé dans les moindres détails. Le faux mur était maintenu par des contrepoids et s'ouvrait presque sans bruit. De l'extérieur, la construction ressemblait à un mur ordinaire. De l'intérieur, elle était renforcée de plaques métalliques, extrait du rapport des techniciens en criminalistique. Derrière le passage se trouvait un étroit corridor d'environ 5 mètres de long, menant à une porte métallique verrouillée. La porte était équipée de 3 serrures et d'un verrou. À 7h15, après l'intervention d'un spécialiste pour ouvrir les serrures, un groupe de secouristes et de médecins est entré dans la pièce. Sur le lit se trouvait Alissa Kravtsova, émaciée, avec de longs cheveux ébouriffés, vêtue d'un t-shirt et d'un pantalon de sport. Alissa ne dormait pas et s'est recroquevillée dans le coin du lit à la vue des étrangers. La première chose qu'elle a demandé était « Êtes-vous réel ?» Nous avons confirmé que nous étions de vrais policiers et que nous étions venus la sauver. Elle a éclaté en sanglots, raconte le sergent Olga Smirnova, qui est entrée la première dans la pièce. L'examen médical sur place a montré que l'état d'Alissa était stable. Température corporelle 36,6 degrés Celsius, pouls accélérés, 110 battements par minute, pression artérielle abaissée, 90 sur 60 mmHg. Aucune blessure visible n'a été trouvée. À 7h35, Alissa a été sortie du sous-sol sur une civière et emmenée dans une ambulance. Le terrain de l'école était bouclé à ce moment-là. La directrice de l'école, Elena Sokolova, qui était arrivée sur les lieux, était en état de choc. Je n'arrive pas à croire que cela s'est produit dans notre école, sous nos pieds. Comment avons-nous pu ne pas le savoir ? Extrait du premier commentaire de la directrice à la presse. À 7h47, Anna Kravtsova, la mère d'Alissa, est arrivée à l'hôpital. Les médecins ont autorisé une brève rencontre sous la supervision d'un psychologue. C'était l'une des scènes émotionnellement les plus fortes que j'ai vues en 15 ans de travail. La mère et la fille se sont d'abord simplement regardées, ne croyant pas à la réalité de ce qui se passait. Puis Alissa a chuchoté « Maman » et elles se sont enlacées en pleurant, se souvient la psychologue Irina Kovaleva. L'examen détaillé d'Alissa à l'hôpital a révélé plusieurs problèmes de santé, mais à la surprise des médecins, l'état d'Alissa était meilleur que prévu pour une personne ayant passé plus de 2 ans en captivité souterraine. La patiente a été diagnostiquée avec une anémie, une carence en vitamine D, un tonus musculaire réduit et des problèmes de vision. Il n'y a cependant aucun signe d'infection grave, de fractures osseuses ou de maladies systémiques, extrait du rapport médical. La pièce dans laquelle Alissa était détenue a été soigneusement examinée par les techniciens criminalistiques. Dans la pièce,
18 cahiers contenant des notes et des dessins ont été trouvés. De plus, les enquêteurs ont découvert 43 livres du programme scolaire et de fiction, un calendrier fait maison à partir d'entailles sur le mur, une radio à pile, des provisions alimentaires pour 3 à 4 jours, ainsi que des objets personnels et d'hygiène. Le système de vidéosurveillance a particulièrement attiré l'attention des enquêteurs. Une caméra cachée était installée dans la chambre, connectée à un moniteur dans l'appartement de Morozov. Selon ses propres aveux, il observait Alissa quand il n'était pas avec elle. Le même jour, la police a perquisitionné l'appartement de Morozov. Des enregistrements concernant la routine quotidienne d'Alissa ont été trouvés. Les officiers ont découvert des plans détaillés de l'école avec des marques sur les mouvements du personnel et plus de 200 photos d'Alissa prises avant l'enlèvement. Ils ont également trouvé un journal pour enregistrer la nourriture et les médicaments qu'il lui donnait, ainsi que des clés USB contenant des enregistrements de la caméra dans la chambre. Viktor Morozov, emmené au centre de détention provisoire, a refusé de témoigner sans avocat. Lors de l'examen psychiatrique, un trouble de la personnalité a été diagnostiqué chez lui, mais il a été jugé responsable et capable d'assumer la responsabilité de ses actes. Il était pleinement conscient du caractère criminel de ses actions. La planification était méthodique, avec des précautions bien réfléchies. Extrait du rapport de l'examen psychiatrique. La nouvelle de la découverte d'Alissa Kravtsova, considérée comme décédée, est devenue une sensation d'ampleur fédérale. La zone autour de l'école numéro 156 est devenue un lieu de pèlerinage pour les journalistes de tout le pays. C'est à la fois un miracle et un cauchemar. Un miracle qu'Alissa ait survécu et ait été retrouvée. Un cauchemar que cela se soit produit sous les yeux de tous. Commentaire d'un expert en criminalistique dans les informations du soir. Le procès contre Viktor Morozov a commencé le 15 mars 2024. Il a été accusé d'enlèvement d'une personne mineure, de privation illégale de liberté, de coups et blessures graves et de violences psychologiques. La procédure s'est déroulée à huis clos car une mineure était impliquée. Alissa Kravtsova a donné son témoignage par vidéoconférence en présence d'un psychologue. Selon le rapport des experts, une rencontre directe avec Morozov aurait pu lui causer des traumatismes psychologiques supplémentaires. Le 21 avril 2024, le tribunal a prononcé la sentence. 19 ans de privation de liberté dans une colonie pénitentiaire à régime strict et surveillance psychiatrique obligatoire pendant 5 ans par la suite. Morozov a partiellement reconnu sa culpabilité et a affirmé qu'il prenait soin d'Alissa et ne voulait pas lui faire de mal. Par décision de justice, l'ancien concierge a également été condamné à verser une indemnité de 5 millions de roubles pour préjudice moral en faveur de la victime. Compte tenu de l'absence de biens significatifs du condamné, le paiement effectif de cette somme reste incertain. La réhabilitation physique d'Alissa Kravtsova a duré environ 4 mois. Selon le médecin traitant Natalia Ivanova, les principaux problèmes étaient la restauration du tonus musculaire, l'adaptation à la lumière du jour normale et la normalisation du rythme du sommeil. D'ici mai 2024, la plupart des indicateurs physiologiques sont revenus à des valeurs normales pour son âge. Le plus difficile était de réapprendre à marcher sur de plus longues distances. Au cours des 2 premières semaines, elle pouvait à peine parcourir 100 mètres, d'une interview avec l'expert en réhabilitation, Sergueï Petrov. La réhabilitation psychologique s'est avérée être un processus plus long. Alissa a été diagnostiquée avec un trouble de stress post-traumatique, des symptômes d'anxiété et des crises de panique occasionnelles. L'adaptation aux espaces ouverts et l'interaction avec des personnes inconnues ont été particulièrement difficiles pour elle. L'isolement prolongé pendant l'âge de la puberté a perturbé le processus normal de socialisation.
nous travaillons à restaurer la confiance fondamentale dans le monde et à établir des liens sociaux sains, commente la psychologue Irina Kovaleva. Jusqu'en septembre 2024, Alisa a pu reprendre ses études, non pas dans une école normale, mais par l'enseignement à domicile avec une intégration progressive d'activités de groupe. Malgré une pause de 2 ans, Alisa a montré de bonnes connaissances dans les matières principales, notamment en mathématiques et en russe, qu'elle avait continué à étudier de manière indépendante pendant sa captivité. L'histoire d'Alisa a suscité une large résonance publique et a conduit à des changements systémiques dans le domaine de la sécurité des établissements d'enseignement. Le ministère de l'Éducation a lancé un programme national pour vérifier tous les espaces techniques dans les écoles du pays, révélant plus de 3000 violations de sécurité et écarts par rapport au plan de construction. Un système d'alarme obligatoire a été installé à toutes les entrées techniques des sous-sols et des greniers des écoles. De nouveaux protocoles pour l'embauche de personnel technique dans les établissements d'enseignement ont été développés, y compris la vérification obligatoire des troubles mentaux. Le contrôle sur la délivrance des clés pour les espaces techniques a été renforcé et des journaux de visite électroniques ont été introduits. La directrice de l'école numéro 156, Elena Sokolova, a été licenciée avec la formulation « en raison » d'une perte de confiance. Lors de l'enquête interne, il s'est avéré qu'elle avait ignoré les plaintes du personnel concernant le comportement étrange de Morozov et n'avait pas assuré un contrôle adéquat des espaces techniques. Svetlana Orlova, la femme de ménage dont la vigilance a joué un rôle clé dans le sauvetage d'Alisa, a reçu la décoration d'État pour le sauvetage de vies humaines et une prime monétaire du gouvernement régional. Elle continue de travailler à l'école numéro 156, qui est à maintenant dirigée par un nouveau directeur. L'enquêteur Nikolai Savin a été promu au grade de commandant et nommé chef du département d'enquête sur les crimes contre les mineurs. Sous sa direction, un protocole spécial pour la recherche d'enfants disparus a été créé, qui a reçu le nom de protocole Alisa. Anna Kravtsova, la mère d'Alisa, après s'être réunie avec sa fille, a fondé la fondation caritative Je crois et je cherche pour soutenir les enfants disparus. La fondation offre un soutien psychologique et juridique aux familles dont les enfants sont portés disparus et finance également des opérations de recherche. Le plus important est de ne jamais abandonner. Même quand tout le monde dit qu'il n'y a plus d'espoir, il faut continuer à chercher. Mon cas montre que les miracles se produisent, dit Anna dans ses discours aux parents d'enfants disparus. En septembre 2024, Alisa Kravtsova poursuit son cours de réhabilitation. Dans une rare interview qu'elle a accordée à un magazine pour enfants avec l'autorisation des psychologues, Alisa a parlé de son désir de devenir architecte à l'avenir. J'ai passé beaucoup de temps à dessiner des maisons et des espaces dans mon cahier. Maintenant, je veux concevoir de vraies maisons, spacieuses, lumineuses, avec de grandes fenêtres et beaucoup de sorties. Les journalistes qui suivent l'histoire remarquent l'étonnante résilience d'Alisa, qui a surmonté une épreuve qui aurait brisé la plupart des adultes. Les psychologues décrivent le cas d'Alisa Kravtsova comme un exemple exceptionnel de résilience et d'adaptabilité humaine. La pièce secrète sous le gymnase de l'école numéro 156 a été murée par décision des autorités municipales. À sa place, une plaque commémorative a été installée avec l'inscription « En mémoire des 783 jours de courage d'Alisa Kravtsova, 2021-2023 ». L'histoire d'Alisa, qui a survécu en captivité souterraine, est devenue un rappel que parfois les crimes les plus horribles se produisent juste sous nos pieds, cachés à la vue seulement par une mince couche de béton et l'indifférence humaine